Salutationalisation. Star Wars, c'est votre sujet préféré sur cette chaîne. Ah oui, je vous jure! La vidéo sûrement est la première à avoir passé le cap des 10 000 vues, cet univers se retrouve pas moins de 2 fois dans le top 5 de mes vidéos les plus regardées, et de manière générale, c'est le sujet qui suscite le plus de débats en commentaire, pour le meilleur ou pour le pire, parce qu'on connaît tous les fans de cette licence. Si vous aimez donc Star Wars et l'histoire du cinéma, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu sur les deux. Mais bref, autopromotion à part, Star Wars, c'est une saga qui, cette année, a fêté ses 46 ans et est encore appréciée, mais surtout d'actualité, en faisant une des licences avec la durée de vie la plus longue de l'histoire. En fait, si on prend compte du fait que Star Wars n'a techniquement jamais été rebooté à 100%, ça en fait probablement la licence cinématographique avec le plus grand canon en termes de durée de vie. Et comme on est sur Internet, je sais que vous avez probablement trouvé un bon exemple de quelque chose qui bat Star Wars en termes de longévité sans réel reboot et où une timeline au complet est bien plus longue que les 40 Doctor Who. Vous voyez, je l'ai fait moi-même. Mais bref, on est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, je vous donne l'histoire complète des 6 premiers Star Wars. La naissance d'un genre. La science-fiction qu'on appelle aussi sci-fi ou SF, c'est quelque chose d'assez flou, mais on peut les retracer jusqu'au début du 20e siècle, voire fin 19e siècle. On définit cette branche du divertissement comme un genre qui extrapole sur les technologies de la société actuelle pour les dépeindre dans un setting futuriste. Ce que ça veut dire, c'est que les auteurs de science-fiction, comment ils écrivent, c'est qu'ils prennent les technologies de leurs époques et ils imaginent comment, dans un futur, ces technologies vont continuer de se modifier, d'évoluer, voire d'en donner naissance à des nouvelles. Prouvant que la science-fiction, c'est un genre qui évolue avec la société et que toute œuvre futuriste sert à dépeindre une réalité sociétale. Futurama en étant un excellent exemple. Tu te demandes sans doute pourquoi ta glace a fondu aussi rapidement. Eh bien, sache que ce n'est pas la faute des travailleurs immigrés. C'est du réchauffement de la planète. Peut faire baisser la température. Nos politiciens ont trouvé une solution bancale qui leur permet de ne pas froisser l'électorat en lui demandant de changer ses habitudes de consommation. La science-fiction va principalement émerger donc au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Russie, en Allemagne et en France. Et on peut commencer à faire des rapprochements. Si la science-fiction sert à dépeindre un certain niveau de réalisme par rapport à la société, en prenant en compte les technologies utilisées de l'époque, et que ça émerge dans les 5 pays qui se tapent le plus sur la gueule, eh bien, c'est probablement pour ça que 90% des œuvres de science-fiction dépeignent un temps de guerre ou une société où le gouvernement est tyrannique. Bref, en 1845 sort Le monde tel qu'il sera d'Émile Souvestre, l'histoire d'un homme venu du futur qui va ramener à son époque un couple du 19e siècle. On y retrouve beaucoup de ce qui va devenir un symbole des œuvres de science-fiction futuristes, comme le métro qui ne verra le jour que 50 ans plus tard, le courrier par pneumatique qui lui est à 8 ans d'être démocratisé, et même des voitures volantes. C'est dans cette œuvre que le futur en tant que société sera dépeint de façon très minutieuse, mais aussi de façon pessimiste quand je vous dis que les auteurs de science-fiction, des antidépresseurs, ça leur ferait pas de mal. Le genre de la science-fiction va donner naissance au space opéra, un sous-genre où l'action se déroule sur une longue période de temps dans l'espace sidéral. La naissance de ce sous-genre va être attribuée à Charles de Fontenay et son roman Star ou Cassiopée, paru en 1854, où on va voir évoluer des vaisseaux spatiaux et autres éléments avec lesquels vous êtes familier. Le livre va tomber dans l'oubli avant d'être redécouvert et réédité en 1949. On peut continuer de chercher dans la littérature de la fin du 19e siècle, notamment avec Jules Verne, grand fan d'Edgar Allan Poe, qui va apporter vraiment une énorme contribution au concept de science-fiction. Parmi ses œuvres les plus connues, on retrouve De la Terre à la Lune, 5 semaines en ballon, 20 000 lieues sous les mers, Voyage au centre de la Terre, et j'en passe. Au fil des années, les genres vont continuer d'évoluer et de se mélanger jusqu'aux années 60 quand la conquête spatiale va arriver. Avec les plus grandes puissances mondiales toutes faisant une course vers les étoiles, l'obsession pour l'espace se fait sentir autant au niveau des auteurs qu'au niveau du public. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais Studio Universal, depuis les années 40, ils produisaient leurs films d'horreur avec Dracula, Frankenstein, mais à cette époque, eux aussi vont se tourner vers les étoiles pour créer des œuvres moins ancrées dans les mythes et légendes et plus sur l'inconnu scientifique comme It Came from Outer Space par exemple. Et c'est aussi à cette époque que le film le plus culte de l'histoire de la SF, voire du cinéma au complet, va sortir. J'ai nommé 2001 l'Odyssée de l'espace réalisé par Stanley Kubrick. C'est donc 4 ans plus tard qu'on va commencer à entendre parler de George Lucas. La conceptualisation. En 1971, George Lucas voulait adapter au cinéma l'univers de Flash Gordon, la sériale de 13 chapitres de 1936. Seul problème, Lucas, il avait pas les droits pour Flash Gordon, il a donc commencé à écrire son propre opéra spatial. Sa première tentative, ça va être THX 1138, qui sortira en 1971. Et ça floppe. Méchamment en plus.
Mais en regardant le long métrage, on commence déjà à voir les bases de ce que Star Wars va devenir. À savoir l'opposition à un régime politique autoritaire et surpuissant dans un monde où la technologie est super avancée au point où les droïdes sont des possessions communes, et surtout le maintien de l'ordre par la terreur de la part du gouvernement. C'est donc dans l'éveil de ce chaos que George Lucas va se mettre à retravailler sur un autre scénario qu'il va sobrement intituler The Star Wars. Après avoir réalisé American Graffiti, il va donc écrire une synopsis de 2 pages qui va convaincre 20th Century Fox d'investir dans le projet, mais c'est quand même différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ici, on parle d'un univers où règne un empire galactique, tyrannique et où les plus grands guerriers de l'histoire, à savoir les Jedi Bendu, ont disparu. Le terme sera éventuellement donc réduit en Jedi et Bendu servira des décennies plus tard à désigner une créature née de la Force elle-même. Jusque-là, ça va. Moi, j'appelle ça Star Wars. Mais il y a quand même des grosses différences. On est dans une histoire où Luke Skywalker est un vieux général de l'armée et où le sabre laser est l'arme principale utilisée autant par le peuple que par les soldats dans la galaxie et non une arme réservée aux Jedi. Dans cette version, Luke va entraîner Anakin Starkiller, non encore une fois recyclé puisque Anakin va devenir Anakin et Starkiller sera l'alias pris par Galen Marek, l'apprenti secret de Vader dans l'ancien canon. Et je sais à qui je parle, soyez sûr de mentionner votre amour pour Starkiller en commentaire et peut-être qu'il aura droit à sa vidéo. Ici Han Solo c'est un alien, Chewbacca il existe aussi mais sous une autre forme qui va servir à conceptualiser les Lassat qui apparaîtront pour la première fois avec le personnage de Zeb dans Star Wars Rebelle. Si on note un pattern ici, c'est donc d'écarter certaines idées qui ne fonctionnent peut-être pas, mais de ne jamais les jeter pour pouvoir les réutiliser dans un setting plus cohérent, ce qui est une belle façon de signer son travail. Oui, j'ai fait un compliment à George Lucas. Profitez-en, ça arrive rarement. Autre différence si l'histoire des Jedi reste similaire, ici ils ont disparu dû à la montée en puissance des chevaliers Sith qui prendront leur place comme garde du corps de l'empereur. Ce qui implique que dans le script original, l'Empire n'était pas forcément malveillant. En fait, c'était simplement un régime politique qui s'est bien déroulé pendant 100 000 ans jusqu'à l'arrivée des Sith qui en ont pris le contrôle et l'ont corrompu. Je vous ai dit tout à l'heure que le concept sociopolitique affecte énormément comment on raconte une histoire en science-fiction. Eh bien, rappelez-vous que là, on est en pleine conquête de l'espace, mais aussi en pleine guerre froide. Et sachez-le bien, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'aurait donné cette version des faits, le tout est disponible dans la mini-série de Star Wars, bande dessinée éditée par Dark Horse Comics. À cette époque, il existe donc bien déjà des éléments comme Obi-Wan, Alderaan ou encore Utapu, mais le script a besoin d'être retravaillé. Heureusement, à l'époque, George Lucas, il est quand même très bien entouré, notamment par Steven Spielberg, qui, si vous avez vu notre vidéo sur les blockbusters d'été, ben il est à juste 2 ans de révolutionner comment les gens vont voir des films au cinéma. Mais aussi, on a des Scorsese, des Coppola ou des De Palma qui vont aider Lucas et le guider pour bien mettre son univers en place. Ce qui se disait, c'est donc besoin de moins de politique, moins de noms complexes et d'univers ou de planètes différentes où trop d'histoires se déroulent. Vous l'aurez compris, si vous-même vous aimez écrire de la fiction au niveau amateur ou professionnel, George Lucas, il est tombé dans un piège où tous les jeunes auteurs tombent. Moi compris, je me suis fait avoir plusieurs fois à privilégier le lore, le world building et le background à l'action principale de l'histoire. George Lucas doit apprendre à faire des compromis, mais aussi et surtout, il va devoir apprendre à laisser son univers respirer et à aller à l'essentiel pour raconter une bonne histoire. C'est alors que Ralph McQuarrie, illustrateur de métier, mettra son art au service de Lucas pour donner vie à Star Wars, réalisant des concept art pour aider à synthétiser la vision du réal. Son nom peut ne rien vous dire, mais McQuarrie, il est en partie la raison pour laquelle Star Wars est un univers cohérent et pourquoi la trilogie originale ne fait pas tâche par rapport à son iconographie quand on la compare au reste. McQuarrie, il a simplement aidé à apporter la signature visuelle de Star Wars à l'écran, en faisant les plans des personnages, des vaisseaux, des aliens et des droïdes. Vous vous rappelez des araignées Nobby blanches dans la saison 2 de Mandalorian? Ben, elles sont inspirées du travail de McQuarrie. Bien du travail qui aidera à mettre Lucas sur le droit chemin, qui pourtant ironiquement avait déjà une idée très précise de ce que Star Wars allait devenir. Les inspirations. Lucas, c'est quelqu'un qui a fait des études à l'Université de Californie du Sud, où il va découvrir le cinéma japonais, alors beaucoup moins populaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Pour les films qui vont venir le travailler, on a Les 7 samouraïs de Akira Kurosawa, mais c'est surtout La forteresse cachée du même réalisateur, dont Lucas va prendre inspiration pour le scénario de Star Wars. On trouve beaucoup de similitudes, comme par exemple le fait que le début de l'histoire est raconté par les yeux des 2 comic relief, ici C-3PO et R2-D2. Le général Rokuro Tamakabe est chargé de protéger la princesse Yuki, qui viendront inspirer les personnages de Leia et Obi-Wan. Toshiro Mifune, l'interprète de Rokuro Tamakabe, sera même contacté par Lucas pour lui offrir le rôle de Obi-Wan, rôle qu'il va évidemment refuser. Mais Lucas le voulait vraiment dans le film, il va donc le contacter une 2e fois pour lui offrir le rôle de Darth Vader, rôle qu'il va refuser une 2e fois. La fille de Mifune va finir par prendre la parole en 2013, disant que si son père était apparu comme Darth Vader, eh bien il serait apparu avec le visage découvert.
Et je sais pas si vous vous rendez compte de ce que tout ça implique. Non seulement Obi-Wan a failli être interprété par un acteur asiatique, ce qui aurait affecté son casting et son chara-design dans tous les médias suivants, mais aussi le design iconique de Darth Vader, il aurait pu ne jamais exister. Parlons de Vader justement, même si on n'a rien d'officiel, beaucoup de fans pensent qu'il est calqué sur le général Tadokuro, antagoniste du film. Ça, c'est juste pour ce qui est concret dans la trilogie originale, parce que Kurosawa et Lucas, ils se rejoignent sur beaucoup de thèmes, dont l'esclavage et l'inégalité dans les milieux sociaux plus difficiles. Thèmes qu'on retrouve surtout dans la prélogie avec le personnage de Anakin, comme quoi c'est cool de voir qu'une inspiration peut suivre son réalisateur jusqu'au bout. La filmographie de Kurosawa va aussi venir définir beaucoup de formes chez Lucas, où la composition de certains plans est directement calquée sur le réalisateur oriental. Mais c'est aussi à Kurosawa que Lucas doit l'utilisation de ses transitions en volets, qui semblent ridicules dans n'importe quelle autre œuvre de fiction, mais qui deviendront un symbole de ce qu'est Star Wars. Mais Star Wars, vous le savez, c'est pas que George Lucas. En fait, tu pourrais argumenter qu'aujourd'hui, s'il y a une personne de référence par rapport à quelle direction cet univers prend, c'est Dave Filoni. Filoni qui pendant 3 ans a travaillé sur le personnage de Ahsoka Tano, mais sans oublier de prendre inspiration de San dans Princesse Mononoke. Et rappelez-vous que dans les années 80, on est dans un mode post-trilogie originale et que le cinéma japonais émerge de plus en plus en Occident. Du coup, Star Wars a été influencé par l'Orient, Orient qui a peut-être été mis en avant par Star Wars. Mais ça, c'est une vidéo pour une prochaine fois. En termes d'inspiration moins précise, on peut rester au Japon. Le terme Jedi vient de Jedi Genki, qu'on peut traduire par film d'époque, genre du cinéma affectionné par Kurosawa. Les Jedi en eux-mêmes, ils croient au code Jedi, qui pourrait être une référence au Bushido, ce code très affectionné par l'ordre des guerriers samouraïs. Samouraïs qui travaillent souvent en équipe de 2, le maître dit le senpai et l'apprenti le kohai, non sans rappeler chez les Jedi, les chevaliers et les padawans. Dante Masamune, un guerrier de légende du 16e siècle, inspirera le costume de Darth Vader. Les Jedi se déplacent en ce qui rappelle des kimonos et le maquillage et les coiffures des reines de Naboo ressemblent énormément aux kumadori, les maquillages des acteurs de théâtre japonais, en passant bien sûr par l'influence des geishas. Pour Darth Maul, son design démoniaque à cornes fait rappeler un démon est souvent associé dans le fandom à Lucifer, mais on peut surtout l'associer encore une fois au Japon avec les masques de Oni, ces créatures démoniaques. Et je balance une dernière info avant d'arrêter avec le Japon, mais l'arme des Jedi, le sabre laser, fait énormément penser à ce que la culture populaire fait du lien entre un samouraï et son katana. Et c'est aussi du côté occidental qu'on peut retrouver une certaine influence vers Star Wars, notamment depuis la France. Ici avec le comics qui a déjà plus de 50 ans, Valérian et Laureline, qui s'est vu adapté au cinéma en 2017. Cette série de bandes dessinées parue en 1967 sera écrite par Pierre Christin et dessinée par Jean-Claude Mézières. L'ironie, c'est que le film récent Valérian, il a été énormément critiqué pour avoir repompé Star Wars, alors que de base, c'est Star Wars qui tire énormément de son influence du matériel source. En fait, en 1977, après avoir vu pour la première fois Star Wars au cinéma, Mézières, il a dit « On dirait une adaptation de ma bande dessinée au cinéma ». Les inspirations sont encore plus littérales, la plus célèbre étant l'emprisonnement de Valérian qui fait énormément penser à Han Solo emprisonné dans la carbonite. Et bien sûr, comme pour toute inspiration, on retrouve des calcages seulement physiques que vous voyez présentement à l'écran. En termes d'inspiration, on parlera aussi de Flash Gordon ou de John Carter, sans parler de Star Trek et j'en passe. Avec tout ça, le fait étant qu'on a un univers plus cohérent et un script plus solide, on peut commencer à le filmer. La production de Star Wars était une catastrophe. Lucas, ça fait pas super longtemps qu'il est sur le milieu professionnel. Il lui reste beaucoup à apprendre. Le tournage est désorganisé, le film prend du retard et à cause de tout ça, il va dépasser le budget initial de 3 millions. 3 millions aujourd'hui, c'est pas grand-chose. Mais en fait, techniquement, si on regarde les dépassements de budget de nos jours, c'est presque rien. Surtout pour Star Wars, qui est une propriété Disney. Mais le fait étant qu'à l'époque, le budget final pour Star Wars 4, ça a été 11 millions. Ça veut dire que ces 3 millions-là, c'est presque 50% du budget initial. Tout ça va faire que Lucas va former la Industrial Light and Magic pour aider à finir les effets spéciaux, boîte aujourd'hui connue comme ILM, une des plus grandes compagnies d'effets spéciaux au monde. Avec tout ça, malheureusement, entre le casting et l'équipe technique, eh bien, on commence à avoir de moins en moins confiance en le projet. Alec Guinness, interprète de Obi-Wan, se plaindra ouvertement à la fois des conditions de travail et des dialogues ridicules de son personnage, au point qu'il va le négocier de recevoir un pourcentage des recettes du film après l'avoir partiellement réécrit. Du côté de Luc en personne, Mark Hamill a supplié George Lucas de retirer un passage du script parce qu'il trouvait la tirade qu'il devait y lâcher trop incohérente et ridicule. Ça l'a tellement traumatisé, il en parle encore presque 50 ans plus tard sur les plateaux de tournage. La seule avantage de cette désorganisation, c'est le fait que ça fait briller Han Solo. Il a tellement peu de direction artistique autour de lui que Harrison Ford va juste improviser, n'en faire qu'à sa tête devant les caméras constamment. Je t'aime.
Oui, la réplique la plus culte de Han Solo est une improvisation d'Harrison Ford. Ça colle extrêmement bien au personnage. Le film se termine donc quelques mois avant sa sortie cinéma. Lucas invite tous ses amis et collègues à le regarder et là, Star Wars est une catastrophe. Lucas se prend une claque à la gueule quand il montre la première version du film. De Palma lui-même, un de ses mentors, lui avouera n'avoir absolument rien compris. C'est là que Lucas va monter une équipe d'urgence avec à sa tête Maria Lucas, sa femme monteuse de profession. L'équipe va donc arranger le montage du film pour tenter de corriger certains défauts. On réorganise certaines scènes, on en supprime d'autres pour créer une histoire un petit peu différente. Comme par exemple, est-ce que vous saviez qu'à la base, Luke, il devait arriver au début du film et être témoin de l'attaque de Darth Vader sur le vaisseau de la princesse Leia? Je sais pas si vous avez suivi, mais c'est la deuxième fois qu'on réécrit le film en urgence. Et là, on est à quelques mois de la sortie. C'est donc au montage que la plupart des scènes d'introduction de Luke seront supprimées et il n'apparaîtra qu'au bout de 17 minutes de film. Ce qui est assez peu habituel pour un protagoniste. Normalement, en fiction, le personnage principal, la priorité, c'est son développement. Alors le faire arriver si tardivement dans le récit, c'est un choix osé, mais qui a su payer. Mais là, on est rendu au point où on réécrit littéralement des passages du film au montage pour rajouter des enjeux. Par exemple, est-ce que vous saviez que l'Alliance rebelle, à la base, ils n'allaient pas détruire l'étoile noire parce qu'elle les menaçait, ils allaient la détruire parce qu'ils le pouvaient tout simplement. Ce qui veut dire que l'enjeu central du premier Star Wars, qui va modeler ce à quoi va ressembler l'Alliance rebelle dans les suites, qui va aussi modeler la prélogie, la postlogie et tout ce qu'il y a entre les deux, c'est un choix de dernière minute. Bref, vous savez ce qui se passe ensuite, Star Wars sort, il est beaucoup plus cohérent, le public apprécie et il devient le plus grand succès cinématographique de 1977. Les suites de Star Wars. Le premier film a eu un énorme succès, et Lucas, il avait déjà une idée de suite en tête, mais rien de trop ambitieux ou trop concret. En fait, on pourrait argumenter que Star Wars aurait pu s'arrêter ici. Heureusement, il a su prendre une bonne leçon d'humilité et décide de prendre du recul par rapport à son œuvre, devenant juste le producteur de l'Empire contre-attaque. Ce qui, oui, implique que le meilleur film Star Wars qui nous a offert le moment le plus culte de l'histoire du cinéma est, comme par hasard, le Star Wars où George Lucas est le moins impliqué. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je ne sais pas. Sur papier, donc, tout est bien. Mais les changements de dernière minute, ils vont continuer d'arriver. Il a dit que vous l'avez tué. Non, je suis ton père. La ligne « Je suis ton père » à la base, c'était « Non, Obi-Wan a tué ton père ». La réplique va être modifiée en post-prod et Mark Hamill apprendra la vérité en même temps que le public le soir de l'avant-première. J'ai trouvé des versions qui disent que ça avait toujours été prévu et que c'était pour garder le secret. D'autres que c'est un autre changement de dernière minute, vous croyez ce que vous voulez. Moi, j'ai tendance à dire, vu que les changements de dernière minute, c'était tellement courant sur les productions de Star Wars, eh bien, ça en est probablement un. On envisage aussi de donner une sœur à Luke, mais ça devait pas être Leia, ce qui explique cette scène assez... Ouch. Même Han Solo congelé dans la carbonite, ça vient du fait que Harrison Ford, il était pas sûr de vouloir revenir pour un troisième film Star Wars. On lui a donc donné une fin où si Harrison Ford ne voulait pas revenir, on le laisse mourir dans la carbonite, et où s'il veut revenir, on peut le décongeler. Même parlant du 6, quand Harrison Ford a décidé de revenir, Han Solo, il devait mourir en héros à la fin d'une sorte d'arc de rédemption. Seul problème entre-temps, George Lucas, il avait fait le meilleur deal de l'histoire du cinéma. Lucas a réussi à échanger un certain pourcentage des recettes du film contre un certain pourcentage des produits dérivés, ce qui l'a accessoirement rendu milliardaire. Et figurez-vous que les jouets qui se vendaient le mieux, c'était pas les sabres laser, ironiquement, mais bien les figurines de Han Solo. Lucas, il avait peur qu'en tuant Han, eh bien, il allait arrêter de vendre des figurines. C'est pour ça qu'il l'a fait survivre. À un certain moment donné, on envisage même de faire porter le nouveau masque du Seigneur Sith à Luke et d'en faire le méchant principal du dernier film. Le retour du Jedi devait avoir pas une, mais 2 étoiles noires, et Endor, la planète des Ewoks, ça devait être caché que la planète des Wookiees, décision changée, parce que, regardez-moi, ces Ewoks, j'en veux un tout de suite. Et j'en possède un. Je voulais vous le montrer, mais ma copine dort et il est dans la chambre. J'ai pas dit que j'étais au-dessus du merchandising. J'ai dit que je suis conscient que ça existe et que j'en suis autant victime que vous. Après tous ces changements, la trilogie originale est complète, tout le monde adore, mais c'est le début de la fin. L'âge des ténèbres de Star Wars. Le succès va totalement dépasser George Lucas et lui monter à la tête.
Star Wars est son produit, son univers et seule sa vision est valide. Il refuse tout changement et réédite la trilogie originale dans les années 90. On rajoute des scènes, on en enlève d'autres, on met du CGI parce que dans les années 90, cette technologie, c'est sûr qu'elle va bien vieillir. Et c'est là que le plus grand scandale de l'histoire de la saga Star Wars arrive. Et c'est là que le deuxième plus grand scandale de l'histoire de la saga Star Wars arrive. Dans le film original, Han Solo, c'est un pirate, un voyou. Il tue Greedo de sang-froid, le chasseur de primes à ses trousses. Lucas, il voulait un personnage plus moral pour Han Solo, donc il a décidé de faire que Han décale sa tête après un tir rajouté au montage de Greedo pour faire qu'il tue le chasseur de primes en légitime défense. Choix à la fois incohérent par rapport au personnage puisque c'est un pirate de l'espace, par rapport au merchandising parce que déjà à la base, c'est les figurines de Han qui se vendaient le mieux, et visuellement, c'est dégueulasse. Regardez ça, on dirait un calque Photoshop. C'est là que le slogan Han Shot First va être introduit dans le fandom. Littéralement, Han a tiré le premier. Une espèce de façon de rappeler à Lucas que non, Han Solo n'est pas un personnage moral dans le premier film et qu'il devrait arrêter de prétendre. Lucas va ensuite retirer la trilogie originale de la vente, les seuls vrais Star Wars en magasin, c'est maintenant ce qu'il en a fait. Vient ensuite la prélogie que Lucas va diriger de A à Z par lui-même. Il s'entoure de ce qu'on appelle dans le monde du cinéma des yes man, littéralement des gens qui ne donneront jamais leur opinion sur ce qui se passe et n'iront jamais à l'encontre de ce que l'artiste veut. L'équipe a été consciente que les acteurs étaient mal dirigés, elle était consciente que les dialogues étaient ridicules et que Jar Jar était une catastrophe. Mais personne ne dit rien sous le joug de Lucas. Failli mourir à cause de toi. Tu n'as pas de cervelle? Je sais, Perlé. Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent. Laisse-moi maintenant. Non, Missa reste. Missa, nommé Jar Jar Binks. Missa, ton humble serviteur. Même l'ex-femme de George, sans qui la trilogie originale aurait été une catastrophe, sortira de l'avant-première de La Menace Fantôme en pleurant. Star Wars épisode 1 est très mal reçu et on retrouve tout ce que Lucas avait dû enlever du premier scénario d'Un Nouvel Espoir, puisque plus personne ne lui dit quand ça ne marche pas. À savoir trop d'intrigues politiques, trop d'histoires complexes, trop de lore et background qui prend le dessus sur l'action principale du film. C'est ensuite, en 2005, que sortira La Revanche des Sith et c'est le coup de grâce. Lucas réalise qu'il est dans la soixantaine, que ça lui prend 10 ans pour faire une trilogie. Il pense peut-être avoir passé l'âge et vendra les droits de Star Wars à Disney en 2012. Mais ça, c'est une histoire pour une prochaine fois.